Les tensions montent en Russie, et ce n'est pas moi qui le dis. Les médias russes en parlent. La raison derrière cela est simple. Comme vient de le dire le général Ben Hodge, l'Ukraine frappe le talon d'Achille de la Russie, et les citoyens russes en ressentent les effets. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour Vladimir Poutine car même ses médias commencent à se retourner contre lui. Voici ce qu'ils viennent de dire. La chaîne Telegram russe Neziger a publié ceci à propos de l'état des raffineries russes et du marché du carburant. Les tensions sur le marché russe du carburant augmentent. Il y a des files d'attente de plusieurs kilomètres dans les stations-service et les prix de gros de l'essence et du diesel ont atteint des niveaux records. Officiellement, les raisons ne sont plus cachées. Les raffineries ferment après les frappes ukrainiennes. Pendant les jours de pointe de l'été, jusqu'à 40% de la capacité de traitement était à l'arrêt. En 2025, les tactiques des frappes ukrainiennes ont changé. Auparavant, elles étaient ponctuelles. Une unité endommagée a ralenti la production, mais l'usine s'est rétablie en quelques semaines. Désormais, les attaques sont menées en série et répétées sur la même installation. Ryazan, Novo, Curzon, Volgrad, OPEX Refineries. Cela empêche la restauration des unités de traitement primaire, d'hydrotraitement et de craquage catalytique. Par exemple, après une série d'attaques contre la raffinerie de Ryazan qui représente 5% de la capacité totale de la Russie, la raffinerie a vu la moitié de son traitement arrêté. La raffinerie Nova, représentant 3% de la capacité russe, a vu son traitement primaire endommagé. La plus grande raffinerie du sud de la Russie, Lukoil de Volgrad, ainsi que les raffineries de Samara et de Suzane, ont cessé de recevoir du brut. Cette publication partage une information intéressante que nous ignorions, mais que les forces armées ukrainiennes connaissaient probablement. La Russie ne peut en réalité pas réparer ses raffineries, et la raison est ici. Le choix des raffineries comme cible s'explique par leur vulnérabilité technologique. Les raffineries russes modernes ont été construites avec des équipements de Shell XNUOP et Aldor Topis. Hydrocraquage, reformage catalytique, isomérisation et production de composants Euro 5. Après 2022, les livraisons d'équipements, de logiciels et de catalyseurs ont cessé. Les catalyseurs sont des consommables, remplacés tous les 1 à 3 ans. Privée d'approvisionnement occidentaux, la Russie utilise de vieux stocks ou des équivalents chinois moins performants. Les réacteurs d'hydrotraitement et les compresseurs sont produits dans peu de pays, avec des délais de livraison pouvant atteindre 1 an. À cause de cela, chaque frappe ukrainienne sur une unité d'hydrotraitement ou de reformage entraîne des mois d'arrêt. Comme si cela ne suffisait pas, il y a 2 jours, Trump s'est retourné contre la Russie car Poutine faisait perdre du temps aux États-Unis. Le président Trump a déclaré qu'il est temps pour l'Ukraine d'attaquer la Russie et de mettre la pression sur Vladimir Poutine et les Russes. Aujourd'hui, j'accueille Jake Bro, mon invité spécial, à qui j'ai posé la question la plus importante. Sommes-nous proches de la fin de la guerre? Passons à cette conversation. Salut à tous! Aujourd'hui, notre collègue YouTuber Jake est avec nous. Bro, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne, Jake. Merci de m'accueillir, Sam. Ravi de te rencontrer. Ravi d'avoir cette conversation. Commençons tout de suite. Je ne sais pas si tu as vu, le président Trump a tweeté hier que peut-être l'Ukraine devrait commencer à entrer davantage en Russie et à mettre la pression sur la Russie en attaquant les infrastructures militaires russes à l'intérieur du pays. Comment réagis-tu? C'est bon signe? Tu en penses quoi? Eh bien, cela fait 8 mois, et Donald Trump n'a fait aucun progrès pour que les Russes avancent sur leurs exigences. Voici l'extrait du Russian Media Monitor. Je l'ai diffusé sur ma chaîne, mais les Russes se moquant juste de Trump. Ils ne le prennent pas au sérieux. Quand on écoute vraiment comment les Russes n'ont pas décrit de Trump ces 8 derniers mois, ils pensent qu'il est idiot. Ils pensent qu'il est facile à manipuler. Ce sommet en Alaska, voici comment ils l'ont rapporté. Que Poutine a dominé Trump à tous les niveaux. Depuis 3 ans et demi, les Russes n'ont fait aucune concession sur quoi que ce soit. Toutes les exigences qu'ils avaient posées au début de l'invasion à grande échelle sont toujours en vigueur. Donald Trump n'a fait aucun progrès, il n'a réussi à les faire céder sur rien. Donc, on s'attendrait à ce que quelqu'un soit frustré après avoir été ignoré, rabaissé et humilié comme Donald Trump l'a été ces 8 derniers mois par les Russes. Donc oui,
J'espère que nous pourrons obtenir des changements de politique et d'opinion de la Maison-Blanche, et qu'ils donneront un certain encouragement, ou peut-être une aide militaire, pour convaincre les Russes qu'ils doivent commencer à négocier sur leurs exigences déraisonnables de capitulation de l'Ukraine. Puisque vous l'avez mentionné, parlons du sommet de l'Alaska. Beaucoup. De nombreuses informations ont circulé, mais les Russes les ont vite démenties, affirmant n'avoir accepté aucune garantie de sécurité. Nous n'avons pas accepté de réunion ni quoi que ce soit de ce genre. Comment interprétez-vous le sommet? Beaucoup de gens ont soutenu que c'était une victoire pour Poutine. Les États-Unis n'ont rien obtenu pour l'Ukraine. Partagez-vous cet avis? Vous aussi. L'image qui restera, vous savez, quand on parlera de ce sommet dans 10, 20 ou 30 ans, ce sera cette photo de militaires en uniforme, en service actif, à 4 pattes, déroulant littéralement le tapis rouge pour le dictateur de la Russie. Donald Trump était littéralement surexcité, applaudissant lorsque Vladimir Poutine descend ce tapis rouge. La diffusion de Fox News a coupé cette partie. Mais oui, on a vu à quel point Donald Trump était joyeux, heureux et excité de rencontrer son vieil ami, Vladimir Poutine. Ensuite, on a eu ce survol absurde, ce bombardier B-2 escorté par des F-35. Ce bombardier B-2 a dû venir du Missouri, de la base aérienne de Whiteman. Donc, je ne sais pas combien coûte le carburant à l'heure pour un bombardier B-2, mais ce survol a coûté des centaines de milliers, voire des millions de dollars, juste pour honorer Vladimir Poutine, pour lui montrer du respect. Je comprends que Donald Trump veuille avoir l'air cool et qu'il avait des feintes de Raptor stationnés sur la piste. Mais non, c'était honteux. Vladimir Poutine ne méritait pas d'être accueilli sur le sol américain parce que rien n'a été accompli. Si nous signons un accord de paix définitif mettant fin aux tueries, je dirais d'accord. Traitement tapis rouge. Vladimir Poutine est prêt à mettre fin à la guerre. Un survol aérien, vous savez, Donald Trump est content de le voir. D'accord, très bien. Nous faisons en sorte que les tueries cessent. Mais les Russes n'ont rien fait. Rien n'a été annoncé. Ils ont écourté l'événement. La conférence de presse, qui devait durer 1 heure, a duré 10 minutes, et Vladimir Poutine a dominé Donald Trump. Il a pris la parole. Il a commencé à parler. Donald Trump a bafouillé 2 minutes, puis c'était fini. C'est donc frustrant. Parce que lors de négociations de haut niveau, les chefs d'État arrivent en dernier pour signer le document final. Mais Donald Trump ne comprend pas la diplomatie. Il ne comprend pas le fonctionnement du gouvernement. Il considère cela comme une transaction commerciale, où il faut regarder son adversaire ou son partenaire d'affaires dans les yeux et essayer de le cerner. Donald Trump a déclaré qu'il lui suffisait 2 minutes avec Vladimir Poutine pour savoir si un accord de paix était possible. Il a confirmé que c'était possible et que des progrès avaient été faits. Nous aurons des garanties de sécurité pour l'Ukraine, acceptées par la Russie. Nous organiserons une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Poutine a accepté. 4 jours plus tard, Sergueï Lavrov précise que lorsque nous parlions de garanties de sécurité, il s'agissait pour la Russie d'offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine en modifiant notre constitution pour dire que nous n'envahirons plus d'autres pays et en déployant des forces de maintien de la paix russes et chinoises en Ukraine pour mettre fin à la guerre. C'est insensé, délirant. Nous apprenons aussi que Vladimir Poutine n'a jamais accepté de rencontrer Volodymyr Zelensky en personne. Ils ont seulement accepté de relever le niveau de représentation au prochain pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine. Donc avant, ils envoyaient ce type de 3e rang, Medinsky ou peu importe, et peut-être que Sergueï Lavrov sera prêt à y aller la prochaine fois à Istanbul. Mais non. Poutine n'acceptera jamais une rencontre en face à face avec Zelensky car il ne considère pas Zelensky comme le dirigeant légitime de l'Ukraine. Ce qui est logique. Et encore une fois, tu suis probablement cette guerre plus que la plupart des gens, n'est-ce pas? Surtout ici, aux États-Unis, presque chaque jour. Tu as sans doute remarqué, lors du premier appel entre Trump et Poutine, ils ont convenu d'une pause des attaques sur les infrastructures énergétiques, mais les États-Unis ont précisé que cela concernait l'énergie et les infrastructures. La Russie a affirmé viser uniquement les infrastructures énergétiques? Non. Nous avons aussi eu des malentendus similaires concernant Steve Witkoff, que je n'apprécie pas non plus. Je propose que Marco Rubio dirige les négociations, mais Steve Witkoff assiste à la réunion avec Poutine et en sort. Il affirme que la réunion ne s'est pas passée comme la Russie le prétend. Ce n'est pas ce que tu as mentionné sur le sommet. La Russie affirme que nous n'avons rien accepté. Mais la délégation américaine lors de l'interview, c'est l'essentiel.
Ce n'était pas comme un rapport où les médias disent « Eh, voilà ce qui a été convenu ». Marco Rubio, Steve Vetkov et le président Trump ont confirmé lors de l'interview que la Russie avait accepté ce que vous avez dit, mais la Russie a ensuite nié. Pensez-vous que c'est un problème de communication ou de traduction entre ces deux pays? Ou pensez-vous que la Russie dit une chose en privé et en dit complètement une autre en public? Les Russes parlent toujours de cette façon. Ils opèrent dans une zone grise pour brouiller les pistes et semer la confusion. C'est ainsi que fonctionnent les régimes autoritaires, sans transparence et en mentant délibérément. Ils vous trompent volontairement. Et normalement, la Russie négocie ou discute avec un pays démocratique qui essaie d'être direct, essaie d'être honnête, essaie de comprendre et de lire entre les lignes pour avancer. Mais nous n'avons plus cela en Amérique. L'administration Trump aime aussi mentir, aime opérer dans la zone grise, aime embrouiller et semer la confusion chez les gens. Donc, vous avez deux parties qui essaient de communiquer entre elles et qui mentent toutes les deux. Elles trompent toutes les deux. Elles interprètent les mal toutes les deux. Elles tentent toutes deux de manipuler l'autre camp. Et les Russes sont tout simplement meilleurs à ce jeu. Lavrov fait ça depuis 26 ans, Peskov fait ça depuis plus de 20 ans. Poutine fait ça depuis toute sa vie. Donc je pense que Witkoff est un idiot, et qu'il est dépassé. Et il pourrait être un promoteur immobilier brillant. C'est ce qu'il fait depuis toute sa vie. Mais il ne sait rien des Russes. Il ignore tout de l'histoire, de la géographie, de la culture et du peuple. Et c'est lui qui est en gros coprésident de notre politique étrangère. Ce n'est pas Marco Rubio qui mène toutes ces discussions. C'est Witkoff qui mène ses entretiens en tête-à-tête à huis clos. Et c'est un idiot. Et on joue au téléphone arabe en remontant jusqu'à Trump. Et Trump aime faire ça. Il aime mal interpréter ou entendre ce qu'il veut entendre. Ensuite, il va l'annoncer. Et c'est toi qui es dans l'embarras si tu ne tiens pas ta promesse. Il pourrait y avoir une stratégie bénéfique derrière les actions de Donald Trump, car annoncer publiquement quelque chose non promis peut te pousser à tenir cette promesse. Trump s'est trompé, mais les Russes ne feront pas ça. Tu ne peux pas tromper les Russes pour qu'ils abandonnent leur empire. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent la terre. Ils ne se soucient pas des gens. Ils ne se soucient pas du droit international. Ils veulent récupérer leur empire. Et ils vont continuer à tuer des gens jusqu'à ce qu'ils pensent avoir obtenu tout ce qu'ils méritent. Et l'autre partie, beaucoup l'ont souligné, peut-être que Poutine tendait un piège à Zelensky. Il a demandé le Donbass puis proposé de geler les lignes ailleurs et de rencontrer Zelensky. Et puis le président Zelensky est venu à la Maison-Blanche lundi et on a dit sur la chaîne qu'il avait un peu renversé la table, non? Il a dit « Je rencontrerai Poutine et on pourra parler du territoire directement », ce dont on savait que Poutine n'accepterait pas parce que tout ce temps, il disait au peuple russe et aux médias internationaux que Zelensky n'est pas un dirigeant légitime. Poutine refuse désormais de négocier à ses côtés pour ne pas lui donner de légitimité et éviter de paraître faible aux yeux des Russes. Diriez-vous qu'il y avait aussi cela en jeu? Zelensky est un homme intelligent, et je pense qu'il a reçu de très bons conseils de la part des dirigeants européens sur la façon de parler à Trump et de le gérer. Je pense que c'est ce qui s'est produit lundi à Washington, lors de la réunion où Zelensky s'est présenté. Trump, tout excité, lui dit « Eh, j'ai obtenu des garanties de sécurité des Russes et une rencontre en face à face. Il te suffit d'abandonner ce bout de territoire dans le Donetsk. » Et Zelensky, d'accord, je vais parler à Trump. Je vais parler à Poutine et on discutera du territoire. Mais Zelensky savait que Poutine n'allait jamais rencontrer Zelensky en face à face. Donc Zelensky a pu donner une réponse à Trump qui n'était pas un non, mais il savait que ça n'allait pas arriver. De plus, les Européens disent à Trump qu'ils ne le feront pas. Nous n'allons pas forcer l'Ukraine à abandonner Donetsk. Ce sont 10 ans de lignes de fortification construites. Il reste environ 10 grandes villes de plus de 10 000 habitants à Donetsk, et ce sont toutes des forteresses. Si la Russie veut prendre ce territoire par la force, cela lui prendra encore 3 ans et 1 million de pertes supplémentaires. Alors que si l'Ukraine, cela n'arrivera pas. Mais si l'Ukraine abandonnait toutes ses structures de fortification, il n'y aurait pas grand-chose derrière. Ce sont des champs ouverts. C'est surtout des terres agricoles. Les Russes pourraient alors, s'ils franchissent en cette ceinture de villes, réaliser une véritable percée.
Menacer Kharkiv au sud, Dnipro à l'est, Zaporizhia au nord. Non, ce n'est pas envisageable. Trump est trop stupide pour comprendre les cartes. Mais Zelensky, je pense, a compris, vous savez. Il suffit de se présenter à la Maison Blanche, de porter un costume noir, de dire à Trump qu'on adore sa collection de chapeaux, et qu'on trouve tout l'or dans le bureau incroyable, et alors Trump était content. C'est aussi simple que ça. La réunion s'est bien passée, tu trouves? Du côté ukrainien, du côté européen, la réunion avec Poutine, parce que je sais que sur la chaîne, tu étais, je suppose, en train de débattre. Rien n'a été accompli, ce qui, avec le recul, je dirais, puisque toute la réunion était basée sur le fait que la Russie avait accepté les garanties de sécurité et que nous essayons de trouver quoi offrir à l'Ukraine. Maintenant, la Russie dit qu'elle n'a rien accepté. Donc peut-être que dans ce sens, la réunion n'a plus vraiment de sens. Je remercie les dirigeants européens d'être là. Si seulement Zelensky avait été là lundi, peut-être que J.D. Vance et Trump auraient essayé de s'en prendre à lui à nouveau et de dire « Tu es égoïste. C'est toi qui causes la mort de toutes ces personnes. Si tu abandonnes simplement ce territoire, alors nous pourrons avoir la paix de notre temps. » Mais les Européens savaient que Trump repartageait des messages ce week-end disant que l'Ukraine devait céder du territoire pour que les tueries cessent. Les dirigeants européens sont venus montrer leur soutien. Et je pense que Trump, vous savez, il est mal à l'aise quand il est entouré de dirigeants attirants, plus jeunes, intelligents, élus démocratiquement, comme peut-être Macron, ou maintenant Moors, ou vous avez Stubb en Finlande et Starmer. Donc oui, je pense que Trump a ressenti la pression, parce que c'est comme ça qu'il pense. Ce sont des personnes populaires dans leur pays. Ce sont des personnes accomplies, des diplomates compétents. Il y avait même Maloney d'Italie. Il y en a 8 autour de la Maison Blanche. Cela a donné à Trump l'impression d'être important et spécial, que tous le remerciaient et le flattaient pour tout ce qu'il avait accompli alors qu'il n'avait rien accompli. Mais c'est le jeu auquel nous jouons. Le seul avantage que Trump et les États-Unis offrent à qui que ce soit, c'est que nous vendons des armes aux Européens pour en tirer profit. Le secrétaire au Trésor a annoncé que nous augmentons tous les prix de 10% pour gagner plus d'argent sur les armes vendues à l'Europe afin que l'Ukraine se défende. Ce n'est pas une bonne position. Ancien militaire, c'est embarrassant. Non seulement nous n'aidons pas, mais en plus nous exploitons les gens qui essaient simplement de se défendre contre l'agression russe. Ce n'est pas une sensation agréable, mais c'est Aussi un extrait. Voilà où nous en sommes. Et nous devons simplement tirer le meilleur parti d'une situation terrible avec Trump à la Maison-Blanche pour les 3 ans et demi à venir. Les dirigeants européens l'ont compris et ont bien géré Trump ce jour-là. Aucun incident, aucun problème. La barre est très basse et nous tentons juste de la franchir. Oui, j'ai vu ce passage. Je devrais l'examiner de plus près. 10% en plus, ce dont je doute fortement en le disant publiquement, les Européens vont juste penser à l'acheter, non? Voyons cela. Si vous n'avez pas d'autres alternatives pour acheter des obus d'artillerie de 155 mm, vous allez acheter ces obus d'artillerie de 155 mm avec une majoration de 10%. Raytheon, Lockheed, Martin, Northrop Grumman ont déjà des marges de prix garanties par contrat, car ce sont des entreprises à but lucratif cotées en bourse. Ils ont une obligation envers leurs actionnaires. Mais Trump, je pense, a simplement dit « Faites-lui payer 10% de plus et cela ira dans le trésor américain. » Parce que c'est comme ça qu'il traite tout le monde. C'est comme ça qu'il traite chaque pays dans le monde. Il essaie juste d'exploiter les gens partout dans le monde pour en tirer profit lui-même. Et qui sait où va cet argent? Je n'ai plus aucune idée de comment tout cela fonctionne. Le Congrès devrait contrôler les finances. Mais il semble que Donald Trump dirige maintenant toute la politique monétaire aux États-Unis, pas le Congrès ni la Réserve fédérale. Mais d'un autre côté, est-ce que tu verrais cela comme un signe positif? Il a obtenu que l'Europe et l'OTAN valident un budget défense de 5%, dont 3,5% pour la défense et le reste pour l'infrastructure. C'est une excellente nouvelle, surtout pour la sécurité de l'Europe, non? Oui, mais l'Europe fait cela par panique, car Donald Trump ne respecte pas le droit international, et il pourrait ne pas adhérer aux protections de l'article 5 de l'OTAN. Les gens en Europe paniquent parce que les États-Unis menacent d'envahir le Groenland, le Panama et le Canada. Comme le droit international, l'ordre fondé sur des règles s'est effondré. Donald Trump ne le comprend pas. Il s'en fiche et ne le respectera pas. Alors vous pouvez continuer à critiquer l'Europe pour ne pas dépenser assez, pour ne pas respecter les directives des 2% de l'OTAN. Mais en même temps,
les États-Unis rédigeaient la politique de sécurité européenne. Si les Européens n'avaient encore pas leur mot à dire sur la sécurité de leur propre continent parce que les États-Unis la contrôlèrent, alors oui, je comprends pourquoi ils seraient négligents quant au maintien de leurs forces terrestres. Mais maintenant que les États-Unis se sont révélés être une menace pour le Canada, une menace pour le Groenland et le Panama, une menace pour d'autres parties du monde. Oui, les Européens, vous devez vous défendre contre les Russes aujourd'hui, mais potentiellement contre les Américains demain. C'est un monde effrayant que je ne vais pas célébrer en disant « Oh, Dieu merci, Trump a rompu tellement de promesses que l'Europe a ressenti le besoin de se réarmer jusqu'au niveau de la Seconde Guerre mondiale. » Non, c'est sûr. Je suppose que non. L'autre argument que je vois, c'est que l'Europe ne dépensait pas 2% parce qu'elle dépendait trop des dépenses militaires des États-Unis. Donc, ils se disaient, vous savez, on a l'article 5 et les États-Unis ont l'armée, ou du moins, tout le monde croyait qu'on avait l'armée pour imposer la paix partout dans le monde. Donc, les États-Unis étaient tout simplement peu enthousiastes quant aux engagements qu'ils avaient pris. C'est pour ça que cette question se pose. Mais je vais simplement présenter l'argument inverse. Pourquoi nous voulons une Europe faible ? Pourquoi nous ne voulons pas que les armées européennes se renforcent ? Parce que l'Europe se détruisait sans cesse. Vous savez, que ce soit la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, mais c'était tous les 30 ans sur le continent européen, bien avant même l'époque napoléonienne, vous savez, lorsque les puissances européennes constituaient de grandes armées. Je ne sais pas si c'est la proximité, la géographie ou autre, mais l'Europe continue de s'autodétruire. Donc je pense qu'après la Seconde Guerre mondiale, et surtout après la guerre froide, les présidents américains et les experts en sécurité américains disaient que l'Europe n'avait pas d'armées fortes et puissantes. C'est une bonne chose parce que comme ça, on ne risque pas qu'ils se tuent à nouveau entre eux. Non, c'est certainement un argument intéressant. Je n'avais pas entendu ça. Je suppose, oui, non, ça a du sens. Mais c'est aussi pour ça qu'ils ont l'Union européenne, non? Pour ne pas s'envahir les uns les autres. En théorie, les nations qui commercent ensemble ne se font pas la guerre. C'est Francis Fukuyama, la fin de l'histoire. Mais en même temps, tout le monde commerçait avec la Russie, et la Russie a quand même décidé de déclarer la guerre à ses meilleurs clients. Oui, c'est ça, oui, je sais qu'on a un professeur Mirzamer qui est un peu très pro-russe, donc je suis impatient pour ce débat. Voyons comment ça va se passer, parce qu'il avait complètement tort quand il a dit que la Russie n'allait pas envahir. Je crois que c'était le 28 février, puis 4 jours après, la Russie a envahi. Non, c'est un propagandiste russe. Je veux dire, toute cette propagande russe qui était diffusée quand Biden était président, elle échoue aujourd'hui. Vous savez, il y a tellement d'arguments sur le fait que la CIA force l'Ukraine à se battre et que Zelensky est une marionnette de la CIA et tout ça, et que nous étions responsables du coup d'État de Maïdan en 2014, ou peu importe. Tous ces théoriciens du complot pro-russe, ce sont des citoyens américains qui croient à ces absurdités. D'accord, Trump est président. Publiez les documents. Si la CIA, vous savez, a instigé le coup d'État et que nous avons expulsé le président démocratiquement élu, Viktor Yanukovych, et que Zelensky est notre marionnette, alors apportez des preuves. Publiez quelques documents. Vous savez, nous avons Kash Patel, et vous savez, tous ces gens de droite pro-russe un peu fous. Révélez la conspiration. C'est une critique forte que j'ai envers tout le mouvement Make America Great Again dans l'administration Trump actuelle. Toutes les choses folles que vous disiez se produisaient à cause de l'État profond. Qui a été arrêté? Qui a été poursuivi? Quelles preuves ont été présentées? Toutes ces théories du complot sont mortes ces 8 derniers mois depuis que Trump est devenu président, parce qu'aucune d'entre elles n'était vraie. Si l'une d'entre elles était vraie, apportez les preuves. Maintenant que Trump a le royaume, vous savez, les clés de Washington, district de Columbia, et qu'il pourrait dévoiler n'importe laquelle de ces informations. Make America Great Again a prospéré dans l'ombre et la conspiration. Vous pouvez dire ce que vous voulez, inventer. Et maintenant qu'ils sont réellement à la tête du Congrès, des tribunaux et de l'exécutif, je n'ai rien vu. Qui a tué John Fitzgerald Kennedy? Qui était vraiment derrière le 11 septembre? Où sont les preuves de la présence d'extraterrestres à la zone 51? Comme toutes ces théories du complot Make America Great Again que Joe Rogan a diffusées pour inciter les gens à faire tomber Joe Biden et l'État profond. Tout cela était-il réel? Si oui, pourquoi Donald Trump ne dit-il pas la vérité aux Américains?
Dire cela à une personne Make America Great Again la stupéfie, sans réponse ni explication. Non, je crois que les gens doutent davantage, surtout depuis l'affaire Epstein, y compris chez les républicains. Je pense qu'ils se demandent surtout où sont toutes ces choses. Mais l'autre camp aussi, avec tout ce qui est pro-Russie, les républicains, tu as sûrement vu ça aussi, non? Le nouveau sondage de Cable News Network ou pas, Cable News Network, je crois que c'était dans un extrait de Cable News Network. C'est pour ça que je dis sondage Cable News Network, que j'ai aussi vu sur les chaînes Fox, où 76% des républicains soutiennent l'Ukraine. Ils n'aiment pas Poutine. Ce n'est pas logique qu'on ait ça. Tu l'as sûrement plus vu que moi, non? Dans le monde des médias, de nombreuses personnes tiennent des discours pro-russes, comme si c'était la tendance du moment. Eh bien, c'est le tweet que j'ai vu de la part du représentant Don Bacon qui montrait cela. Donc, il y a deux types de républicains. Enfin, il y a trois types de républicains. Certains républicains traditionnels, attachés à la sécurité nationale, comprennent que l'Ukraine est notre allié démocratique. Nous devrions les aider. Mais il y a aussi des gens qui sont sympathiques à l'égard de l'Ukraine et critiques envers les Russes, mais ce sont simplement des isolationnistes. Ils disent que c'est une terrible tragédie, mais que nous ne devrions pas intervenir. Et puis il y a les gens un peu fous qui sont pro-russes, parce qu'ils pensent que la Russie, idéologiquement, est leur équivalent sur le continent européen, et ils veulent la promouvoir. Et ces chiffres, vous savez, fluctuent énormément. Si on remonte à février 2022, 88% des républicains Make America Great Again soutenaient l'envoi d'une aide militaire à l'Ukraine. Ensuite, au moment de l'élection de novembre 2024, ce chiffre était tombé à 30% parce qu'ils étaient constamment bombardés de propagande du Kremlin par Tucker Carlson, Elon Musk, Robert Francis Kennedy Jr., Tulsi Gabbard, Vivek Ramaswamy, Donald Trump Jr., qui disaient que l'Ukraine est un pays corrompu, que tout l'argent est volé, que Zelensky achète des super yachts, que c'est un dictateur, qu'il y a des biolabs, des nazis, l'expansion de l'OTAN, blablabla. Mais le chiffre augmente depuis novembre. Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir et la fin de la propagande, car on ne peut plus promouvoir de théories et du complot quand son camp contrôle tout. Donc maintenant, c'est remonté à 51. 51% des républicains soutiennent l'envoi d'une aide militaire. Il ne s'agit pas de vendre des armes, mais d'une aide attribuée par le Congrès. Et oui, tu as raison. En général, le chiffre global pour les Américains, c'est maintenant environ 76-77% des Américains qui soutiennent l'envoi d'une aide militaire à l'Ukraine, parce que cela fait 8 mois. La guerre ne va pas s'arrêter. Et nous aurons une autre guerre, et encore une autre, à moins que nous arrêtions les Russes aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu cet extrait. J'ai vu, je ne me rappelle plus si c'était en février ou mars 2022, où Trump, qui n'était plus président, a appelé sur Fox et a dit qu'il fallait donner à l'Ukraine tout ce qu'elle voulait. Nous devons envoyer des sous-marins nucléaires en mer Noire et montrer aux Russes que nous possédons aussi des armes nucléaires. As-tu vu cet extrait? C'était en 2022. Oui, je crois que c'était une semaine ou un mois après l'invasion. Et c'était vraiment un clip très pro-Ukraine autant que possible. Et c'est tout. Trump a politisé l'Ukraine, y voyant une opportunité. Il voulait que le plus de choses possibles dans le monde tournent mal pour Joe Biden, afin d'affaiblir Joe Biden autant que possible. Les deux partis jouent à ce jeu hors du pouvoir, mais en politique étrangère, cela ne se fait généralement pas. C'est une citation célèbre du sénateur républicain Vandenberg des années 1950, selon laquelle la partisanerie s'arrête aux frontières de l'Amérique. En somme, face au reste du monde, le président n'est pas remis en question. On ne l'affaiblit pas parce que des gens font la guerre et des gens meurent. Mais Donald Trump ne respecte aucune règle. Donald Trump politisera n'importe quoi. Il a donc délibérément politisé l'Ukraine pour empêcher la fin de la guerre. Ou si l'Amérique avait simplement apporté un soutien et une force écrasant à l'Ukraine, en 2022, les Russes auraient déjà été vaincus. Mais Donald Trump voulait affaiblir la détermination de l'Amérique à aider l'Europe afin que ce soit un désastre lors des élections de 2024. Trump comptait s'en servir comme argument pour se faire élire, et il y croyait vraiment. Dès son entrée en fonction, Poutine lui rendrait service en mettant fin à ses guerres pour l'avantager. L'aider à obtenir ce prix Nobel de la paix. Trump ne se soucie pas si Poutine recommence la guerre une fois que Trump sera mort ou hors du pouvoir, mais il pensait
Il pensait vraiment que Poutine lui rendrait un service personnel, arrêterait de tuer des gens et les ferait bien paraître. Et Poutine ne fait pas ça. Jusqu'à présent, oui, Trump pourrait encore fournir à l'Ukraine tout ce qu'il faut pour vaincre la Russie. Espérons-le. Tu fais sans doute référence à la citation où Trump disait vouloir arrêter, mais il ne peut pas stopper la guerre en 24 heures. Selon cette citation, verrais-tu sa présidence comme un échec s'il ne met pas fin à la guerre? Trump jouera sur tous les tableaux, des deux côtés, jusqu'à la fin des temps. Jusqu'au jour de sa mort, il prendra toujours les deux positions pour couvrir ses arrières, afin de pouvoir passer pour un génie ou un gagnant, peu importe ce qui arrive. La réalité importe peu. Trump crée la sienne. Il dit simplement ce qu'il pense devoir être la réalité. Et ses adeptes, ses partisans, l'acceptent tout simplement. C'est donc incroyablement frustrant parce que je sais ce qui va se passer au cours de l'année à venir. Trump va faire le minimum pour dissuader les Russes et aider les Ukrainiens. Et si à un moment donné il y a un effondrement économique de la Russie et que l'Ukraine parvient à récupérer son territoire, Trump va s'attribuer la victoire, dire qu'il était un génie, qu'il a toujours su que cela allait arriver, qu'il a été le seul moteur de la victoire de l'Ukraine dans cette guerre et qu'il devrait recevoir le prix Nobel de la paix. Il va simplement mentir et dire tout ce qu'il veut pour se donner la meilleure image possible. C'est ce qu'il fait sur chaque sujet. Je ne fais pas semblant ici, Sam. Je ne plaisante pas. Je ne comprends pas comment. Je suis le seul à l'expliquer exactement comme c'est. Qu'il est un professionnel du baratin, qu'il n'a aucune morale et qu'il ne pense qu'à lui-même, et à comment il peut façonner le débat ou la réalité pour se donner la meilleure image possible et donner la pire image possible à ses ennemis. Donc, ta question initiale, est-ce qu'il en fera plus? Peut-être un peu. Peut-être qu'il pourrait même imposer des sanctions aux Russes. Mais en général, il veut jouer sur les deux tableaux. Car si jamais la Russie réussit une percée, submerge l'Ukraine et prend la capitale, Kiev, il déclarera, alors qu'il a toujours su que la Russie était la force la plus forte, qu'elle allait forcément gagner. De nombreuses personnes sont mortes inutilement, car Joe Biden a retardé les choses et n'a pas trouvé de solution diplomatique. C'est terrible, mais les États-Unis devraient commencer à établir des relations commerciales avec les Russes. Honnêtement, les sanctions contre la flotte fantôme étaient bien plus sévères sous Trump que sous Biden, selon un graphique récent. Les flottes fantômes russes ont énormément diminué, donc c'est en fait une bonne nouvelle, espérons qu'il y en aura plus. Non, ce sont les sanctions instaurées en décembre et janvier par Joe Biden. Je suis d'accord, je parle de l'application, les sanctions sont sûrement anciennes. Oui, je pense que l'application des sanctions s'effondre. Enfin, ça dépend. Vous savez, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont imposé de nouvelles sanctions à la Russie et à leur flotte fantôme, mais Trump y a refusé. Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, rien n'a été ajouté, et il a renvoyé tous ceux chargés d'appliquer les sanctions contre la Russie. Donc à ce stade, c'est vraiment volontaire. Ces compagnies maritimes, si elles veulent prendre le risque d'être mises sur liste noire, elles peuvent le faire avec le Trésor américain. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'applications des sanctions en ce moment au Trésor américain. D'accord, oui, je faisais simplement référence à ces données qui viennent de sortir. Sky News rapportait que les flottes fantômes quittant les flottes russes ont diminué au cours des derniers mois. Pas nécessairement lorsque le bureau a changé, mais juste au cours des derniers mois. Et déplaçons un peu l'attention sur un aspect que les médias traditionnels ne couvrent pas beaucoup, parce que bien sûr tout le monde en parle et nous devrions parler des attaques russes à l'intérieur de l'Ukraine, des attaques contre les civils ukrainiens et de la Russie qui gagne du terrain sur la ligne de front, ce qui, bien sûr, on pourrait dire que ça n'en vaut pas la peine, n'est-ce pas? La Russie subit de lourdes pertes pour peu de progrès. Mais une chose dont je ne vois aucun des deux camps parler sur les chaînes d'information traditionnelles, ce sont les attaques ukrainiennes à l'intérieur de la Russie, où ils s'en prennent aux dépôts de pétrole, aux stations de grue, aux lignes ferroviaires, vous savez, tout ce qui soutient les efforts de la Russie sur la ligne de front. En plus, nous avons vu, tu dois suivre cela de près, des attaques à Moscou, ce qui est vraiment effrayant. Peut-être que tu peux expliquer au public quel rôle cela joue dans l'arrêt de la guerre. L'Ukraine n'aura jamais la main-d'œuvre et les ressources nécessaires pour submerger les Russes dans les territoires occupés et reprendre tout leur territoire par la force. Peut-être qu'avant la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023, il y avait cette croyance, vous savez,
Quand l'Ukraine a libéré de grandes parties de de Kharkiv, quand ils ont libéré la ville de Kherson sur la rive nord du Dniepr, il y avait cette croyance qu'ils pourraient peut-être percer dans la région de Zaporijia, atteindre Berdiansk ou Melitopol, puis libérer la Crimée d'ici l'hiver 2023 ou début 2024. Mais cela n'arrivera tout simplement pas maintenant. La Russie a plus d'hommes et elle a plus de ressources. Donc, pour que l'Ukraine gagne cette guerre, il doit y avoir un effondrement économique de tout le système russe. Donc, vous pouvez ralentir les Russes en détruisant leurs voies ferrées, en détruisant les wagons-citernes. Mais si vous voulez complètement paralyser l'économie russe, alors vous devez vous attaquer à la base de tout leur État. C'est un État pétrolier. Il dépend entièrement des revenus du pétrole et du gaz, tant au niveau national qu'à l'exportation. Donc, en s'attaquant à ces raffineries, il s'agit d'équipements coûteux et délicats qui ont été construits avec la coopération et l'expertise de techniciens occidentaux. Des entreprises occidentales sont allées en Russie dans les années 90 et 2000 pour aider à construire cette infrastructure. Tout cela est détruit en temps réel. Nous ne savons pas à quel point c'est grave, et cela dépend de chaque raffinerie. Mais depuis le 1er août, je pense que l'Ukraine a frappé 8 raffineries, certaines à plusieurs reprises, et elles sont toutes hors service. L'estimation officielle est que 13,5% de la capacité de raffinage du pétrole de la Russie a été éliminée rien que ce mois-ci. Donc, ces vidéos qui apparaissent en ligne, montrant des pénuries d'essence dans l'Extrême-Orient, c'est la périphérie de l'empire de Poutine, l'Extrême-Orient, et il manque de ressources aujourd'hui. Je n'ose pas imaginer à quel point c'est horrible pour la personne lambda. Vivre dans les territoires occupés. Mais cela finira par revenir à Moscou. Si l'Ukraine peut continuer à affaiblir leur industrie pétrolière et gazière, cela aura des répercussions sur tout le reste. Leur agriculture, industrie, transport maritime, compagnies aériennes et secteur bancaire. Tout s'effondre actuellement en Russie. Et nous allons voir certains géants de l'industrie et de l'économie russe s'effondrer complètement cet automne. Ils vont faire faillite, et le Kremlin devra les renflouer. Il faudra restructurer les choses. Des emplois sont perdus et les heures de travail réduites. L'inflation est toujours à 2 chiffres, alors que les salaires stagnent. Les retraités n'ont même pas les moyens de se nourrir. C'est vraiment sombre en Russie. Ça peut toujours empirer. Ils ne sont pas encore tout à fait au point de rupture, mais je pense qu'on va découvrir le point de rupture de la Russie au cours de l'année prochaine, car Poutine n'arrêtera jamais volontairement ses guerres, puisqu'il en est désormais dépendant. Oui. Non, ça a du sens. J'espère qu'on pourra aider l'Ukraine à accélérer les choses et l'effondrement russe. Mais de l'autre côté de la ligne de front, de nombreux dirigeants évoquent les garanties de sécurité et l'avenir à long terme de l'Ukraine. Les gens évoquent une garantie de type article 5, mais ce terme peut vouloir dire beaucoup de choses. Selon vous, quelle garantie solide empêcherait que cela ne devienne un Budapest 2.0? Certains diront que c'était une garantie de sécurité, mais cela n'a pas répondu aux attentes de l'Ukraine. Aucune garantie de sécurité n'existe pour l'Ukraine. Elles ne sont pas réelles. Si la Russie a décidé de détruire et de conquérir l'Ukraine et de la réintégrer dans son empire, nous avons déjà prouvé que personne dans l'Alliance occidentale n'est prêt à utiliser sa propre armée pour aider à défendre l'Ukraine. Si aucune armée aujourd'hui, ni la Suède, ni l'Allemagne, ni les Pays-Bas, ni le Royaume-Uni, ni le Canada, si personne n'est prêt à aller en Ukraine aujourd'hui pour combattre les Russes dans les tranchées, alors ils ne seront pas prêts à le faire dans 3 ou 5 ans. Si un pays signe un document avec l'Ukraine disant que si la Russie vous attaque à nouveau à l'avenir, notre armée viendra vous défendre, ils mentent. Ce serait du bluff. Ce serait une dissuasion que la Russie ne respecterait pas ou ne prendrait pas au sérieux. À la télévision d'État du Kremlin, ils menacent de bombarder Berlin, Londres et Paris à l'arme nucléaire chaque jour. Ils affirment que tout pays soutenant l'Ukraine devient une cible militaire et menacent d'utiliser des armes nucléaires en première frappe. Vladimir Poutine ne dit pas cela parce qu'il sait comment jouer le jeu. Mais il a son chien d'attaque, Dmitri Medvedev, ou il a la télévision d'État du Kremlin, où rien n'est dit sans l'approbation de Vladimir Poutine. Ils font ces menaces, et elles fonctionnent. Et en ce moment, j'imagine que les gens, en Europe, au Japon,
en Corée du Sud, en Australie, se sentent assez peu en sécurité parce que les États-Unis sont censés fournir un parapluie nucléaire de 5500 ogives à tous nos alliés démocratiques. Et Trump ne croit pas au respect des traités de défense existants avec d'autres nations. Si personne n'est prêt à aller en Ukraine aujourd'hui, ils ne le seront pas non plus dans 3 ou 5 ans, car les conditions resteront les mêmes. La Russie va menacer de bombarder Berlin, menacer de bombarder Londres, Amsterdam, si quelqu'un aide les Ukrainiens à se défendre. La seule garantie de sécurité pour l'Ukraine, c'est sa force. Davantage de systèmes de défense aérienne, de missiles de croisière et balistiques, plus de brigades et une armée élargie. C'est la seule chose qui sauvera l'Ukraine. Donc, si nous pouvons provoquer une certaine instabilité politique dans le système russe, un effondrement économique ou politique, lorsque cette fenêtre s'ouvrira pour l'Ukraine, ils devront développer des armes nucléaires aussi rapidement que possible. Et alors ils auront leur propre dissuasion nucléaire, leur propre garantie de sécurité. Compte tenu de ce qui s'est passé avec le mémorandum de Budapest, si l'on remonte dans le temps, l'Ukraine était le 3e plus grand détenteur d'armes nucléaires après l'effondrement de l'Union soviétique. Si un pays dans le monde mérite le droit à la sécurité nucléaire et à des garanties pour lui-même, c'est bien l'Ukraine. Je pense que c'est leur destin. Ils ne le feront pas tant qu'ils affrontent activement les Russes, car si des rapports de renseignement existent, la Russie pourrait alors justifier une première frappe contre Kiev, Kharkiv ou Odessa. Mais si les Russes hésitent ou font une pause à un moment donné au cours de la prochaine décennie, l'Ukraine doit obtenir ses propres armes nucléaires aussi vite que possible. C'est la seule garantie de sécurité pour leur avenir. Ce que je suppose. Ça a du sens. Je comprends ton point de vue, mais est-ce que ça ne rendrait pas le monde plus dangereux? Parce que d'autres pays pourraient utiliser le même argument en disant qu'ils pourraient être envahis. Donc nous voulions... Quel autre pays possédait des armes nucléaires et les a abandonnées contre des garanties de sécurité? Et puis le pays qui avait signé l'accord avec eux les a envahis quand même. Si un autre pays vit la même situation, je soutiendrai aussi qu'il obtienne des armes nucléaires. Mais il n'y a pas d'autre pays, sauf le Kazakhstan. Le Kazakhstan est le seul autre pays à qui cela pourrait potentiellement arriver. Non, bien sûr, je comprends le point, mais je ne sais pas si cela arriverait vraiment parce qu'il y a eu beaucoup de travail autour des traités de non-prolifération nucléaire, du traité de non-prolifération nucléaire. Je pense que seule la Corée du Nord l'a violé. Donc, la raison pour laquelle l'Ukraine veut tellement rejoindre l'OTAN, c'est que si le parapluie nucléaire de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis protège toute l'OTAN, alors il protégerait l'Ukraine et l'Ukraine n'aurait pas besoin de rejoindre l'OTAN. Mais je ne pense pas que l'Ukraine rejoindra un jour l'OTAN. Je pense simplement qu'obtenir le vote de chaque pays de l'OTAN, exigé par l'Alliance, sera très difficile. Eh bien, tout ce que la Russie a à faire, c'est d'en acheter un seul. La Russie n'a qu'à soudoyer un seul pays de notre alliance pour la rendre dysfonctionnelle et inefficace. Cela ressemble à une faille de conception dans l'alliance. Cet argent russe peut corrompre un seul membre et ensuite toute l'alliance ne fonctionne plus. C'est un problème. Donc l'Ukraine, je pense, elle-même dirait « Eh bien, comment pouvons-nous même faire confiance à l'OTAN après tout ce qui a été révélé sur les faiblesses de l'OTAN ces 3 dernières années et demie ?» L'Ukraine doit juste se protéger. S'ils rejoignent l'Union européenne et qu'ils obtiennent une intégration économique, ils seront prospères. Militairement, ils devraient agir seuls car vous ne pouvez pas. Je ne sais pas comment les Ukrainiens pourraient jamais compter sur l'Europe à l'avenir si la Russie reste une menace pour leur sécurité. Oui, ça a du sens. As-tu vu, j'oublie le nom, le professeur norvégien, ou peut-être pas norvégien, Andres quelque chose, Andres Nielsen? Anders Puck Nielsen? Oui, tu as raison, c'est lui qui l'a fait. Donc, il est danois. Ah, danois. C'est entièrement ma faute. Oui. Il a présenté un argument intéressant dans sa dernière vidéo dont j'ignore encore les détails. Il en sait plus que moi sur une Union européenne avec une garantie militaire supérieure à l'OTAN. Je pense qu'il disait que l'importance de l'article 5 est souvent exagérée. Parce que, comme le point que tu as soulevé où tout le monde doit être d'accord pour accepter un nouveau membre, je pense que l'article 5 dit en gros qu'on aura une réponse appropriée si tu es attaqué, ce qui veut dire qu'il pourrait simplement protester. Eh bien, l'article 5, c'est toujours volontaire pour chaque membre. Donc aucun pays n'est jamais obligé d'aider à protéger un autre membre de l'Alliance. C'est une question bilatérale. Mais la façon dont l'armée des États-Unis s'est intégrée à l'OTAN et au commandement de l'OTAN
fait que fondamentalement, l'armée américaine prend le contrôle des armées des autres pays et elles deviennent subordonnées au commandant suprême des forces alliées de l'OTAN pendant un conflit. Et c'est ainsi que les États-Unis l'ont conçu. Cela nous ramène à la raison pour laquelle les Européens étaient peu enthousiastes à renforcer leurs armées. Parce que si l'OTAN entre en guerre, en théorie oui, l'armée française, l'armée allemande, l'armée britannique deviennent subordonnées à la chaîne de commandement américaine. Parce qu'il faut un seul homme au sommet pour mener une guerre. Donc oui, mais cela reste quand même volontaire. En gros, l'armée finlandaise dirait « D'accord, l'article 5 a été déclenché. Nous appartenons désormais au groupe, les États-Unis nous dictent nos actions. Ce sont eux qui coordonnent les moyens aériens, les moyens navals et les forces terrestres. Il ne peut y avoir 32 commandants suprêmes, agissant chacun de leur côté. Une seule personne doit diriger l'opération. Ceci demeure volontaire, même selon l'article 5. » Tu crois vraiment que la Russie accepterait que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne? Je sais que certains disent que ce n'est pas à la Russie de décider. Exact. Nous le savons, mais penses-tu qu'ils l'auraient dit publiquement? Non. Ils ne veulent pas que l'Ukraine se développe positivement, quel que soit le domaine. Tu veux simplement parler de ce dont il s'agit vraiment dans cette guerre? Revenir à la cause profonde, c'est la réponse honnête. Poutine ne pouvait pas permettre à l'Ukraine de devenir un État libre et démocratique avec une véritable prospérité économique, car cela menacerait le pouvoir de Poutine chez lui. Si les russophones, du côté russe de la frontière, avaient un niveau de vie inférieur et une qualité de vie pire que les russophones du côté ukrainien de la frontière, alors ils se demanderaient pourquoi ont-ils un niveau de vie plus élevé? Pourquoi bénéficient-ils de meilleurs services gouvernementaux, d'eau potable et de sanitaires alors que nous non? Et cela mènerait à une révolte ou une révolution à l'intérieur de la Russie. Vladimir Poutine a déclenché cette guerre principalement pour éviter que la vie en Ukraine ne dépasse celle en Russie, menaçant ainsi son pouvoir. Vladimir Poutine n'a aucun intérêt à améliorer la vie du citoyen russe moyen dans la horde. Tu demandes si la Russie accepterait un jour l'Ukraine dans l'Union européenne. Si cela devait mener à la prospérité économique, alors non. Vladimir Poutine y est opposé. Quand on regarde l'essor fulgurant du niveau de vie dans des pays comme la Pologne, la Finlande et les pays baltes, l'Ukraine connaîtrait un essor similaire. Le produit intérieur brut et l'économie de l'Ukraine prospéreraient s'ils avaient des élections libres et équitables, de vrais marchés libres sans corruption, et, vous savez, si l'argent n'était pas volé partout. Si l'éducation, les soins de santé et les prestations sociales augmentent pour améliorer la qualité de vie de l'Ukrainien moyen, ce sont des choses que la Russie ne peut pas tolérer. Ils ne permettront pas que cela se produise parce que cela menace le pouvoir de Poutine chez lui, car il n'améliorera jamais la vie du Russe moyen. Puisque nous parlons de la Pologne, en fait, savez-vous comment la Pologne a rejoint l'OTAN? C'est une histoire intéressante où le premier ministre ou président polonais, je ne sais plus, dans les années 90, il visitait toujours les États-Unis, surtout les villes à forte communauté polonaise. Oui, je crois que j'ai vu un extrait de ça. Oui, dans les années 90, la Pologne savait que pendant que la Russie était faible, il fallait entrer dans l'OTAN le plus vite possible. Et oui, cela avait quelque chose à voir avec Bill Clinton, et... Malgré l'élection, il continuait à visiter la ville. Oh, tu as raison. Le président polonais, tu as raison. Le président polonais continuait d'aller dans des États où il y avait une grande population d'immigrés polonais, pour les inciter à faire pression sur Bill Clinton afin qu'il exerce des pressions. L'OTAN pour permettre à la Pologne d'entrer. Et c'est ainsi que la Pologne a obtenu. Il disait aussi, si l'OTAN n'est pas obtenu, il faut des armes nucléaires. C'est l'un ou l'autre. Donc soit on quitte le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, soit on entre dans l'OTAN. L'Ukraine pourrait faire quelque chose de similaire parce que j'ai remarqué qu'en Allemagne maintenant, la plus grande population immigrée dans presque chaque État. Je ne sais pas comment ils appellent ça dans les États, mais tu vois, c'est un peu ukrainien partout, comme l'Ukraine. Donc petit à petit, tu sais, la politique intérieure guide la politique étrangère. Petit à petit, ces gens voteront et aideront l'Ukraine, orientant la politique étrangère de l'Allemagne davantage vers l'Ukraine. Les gens doivent faire preuve de créativité. Je veux dire, politiquement, tout ce que vous pouvez faire pour arrêter la Russie ou empêcher la prochaine guerre. Oui, faites-le. Et je suppose que revenons maintenant ici, aux États-Unis.
Vous avez sûrement remarqué qu'autrefois, l'extrême gauche était très attachée à l'Union soviétique. Aujourd'hui, l'extrême droite semble apprécier la Russie pour des raisons qui leur sont propres. Est-ce peut-être parce qu'ils pensent, Donat, que la Russie est un endroit pour les valeurs occidentales, ce qui n'est pas le cas, mais ils le croient. Et comme nous l'avons déjà mentionné, Tucker Carlson a été l'un des plus grands partisans de la diffusion de ces fausses informations, je dirais. Fausses nouvelles. Pourquoi penses-tu que c'est le cas? Pourquoi sont-ils aussi pro-russes? Même si, en fait, les arguments qu'ils avancent ne sont pas vrais. Donc parmi les Américains qui ont déménagé en Russie et rejoint l'armée russe pour se battre pour la Russie, ce sont soit des nazis, soit des communistes, soit des pédophiles. Ce sont les seules personnes en Amérique prêtes à aller en Russie pour se battre pour la Russie. Et je ne sais pas si les gens qui soutiennent la Russie croient vraiment à la propagande, mais ils sont amoureux de l'idée de la Russie. Donc ce type, qui est le fils d'un agent de la CIA, s'est décrit lui-même comme un communiste. Alors que certains des autres qui sont allés là-bas, vous savez, ils ont des tatouages nazis. Pourquoi communistes et nazis combattent-ils pour la Russie? Et c'est parce que la propagande russe diffuse des messages contradictoires. Ils adorent ça. Les Russes vont diffuser des choses ambiguës, vous savez, des théories du complot, des histoires d'état profond. Et vous voyez ce que vous voulez. Vous l'interprétez comme vous voulez l'interpréter. Les personnes mentalement malades ou délirantes s'accrochent à leurs croyances et pensent ensuite que Poutine est leur homme. Maintenant, vous demandez pourquoi des gens comme Tucker Carlson soutiennent la Russie. Eh bien, Tucker Carlson a été renvoyé de toutes les chaînes d'information. Il a été renvoyé de Cable News Network, MSNBC, Fox News, Public Broadcasting Service, et il n'a vraiment pas d'avenir dans l'audiovisuel américain. Alors il fait ses propres vidéos sur YouTube, et il est tout simplement rentable d'être un contradicteur. Le nouveau terme employé est Sud Global. Et si vous connaissez Jackson Hinkle, je pense qu'il est un peu l'enfant modèle pour séduire le Sud global et l'indignation des anciens territoires coloniaux exploités. Ce sont ces méchants élitistes en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis qui imposent leur volonté et leur agenda au reste du monde. La Russie est le gentil parce qu'elle tient tête aux anciennes puissances coloniales. Maintenant, c'est incroyablement hypocrite de la part des gens du Moyen-Orient, d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique de défendre la Russie, alors que la Russie a toujours été une puissance impériale qui a soumis ses voisins. La Russie n'a jamais atteint l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient ou l'Afrique, car elle ne savait pas construire de navires. Si Pierre le Grand avait su construire des navires il y a 500 ans, ils auraient colonisé le Moyen-Orient et l'Afrique à la place des Britanniques ou des Français. Donc, les gens qui soutiennent et défendent la Russie la considèrent simplement comme une arme. Ils s'en servent. Personne au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie du Sud-Est, ou même Tucker Carlson ne perd le sommeil ou ne verse de larmes pour un soldat russe mort. La Russie n'est qu'un outil. C'est une arme qu'ils exploitent. Parce qu'ils ont des griefs contre la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, ou vous savez, les immigrés sans papier, ou peu importe. Ils pensent simplement que la Russie est bénéfique pour leurs projets favoris et leurs causes personnelles. Et c'est juste. Il est plus simple d'être contradicteur. Promouvoir des théories du complot ne demande aucune preuve et attire plus de vues. Tu gagnes plus d'engagement. Défendre le statu quo est difficile. C'est difficile de se présenter et de dire que nous devrions avoir des personnes compétentes, intelligentes et responsables pour gérer nos systèmes fédéraux, plutôt qu'un leader charismatique de culte qui va se battre pour nous bec et ongles. Donald Trump crée un récit et une image sur lesquels les gens peuvent projeter tout ce qu'ils veulent. C'est étrange de discuter avec un partisan moyen de Donald Trump, car je veux vraiment comprendre leur point de vue. Quelle est, selon eux, la chose que Donald Trump va accomplir pour eux, alors qu'il ne le fera pas? Il n'a rien accompli lors de son premier mandat. Il n'accomplira rien pendant ce mandat. Il finira par mourir et tomber à plat face contre terre, et l'histoire l'oubliera parce qu'il n'aura rien fait qui restera dans la démocratie américaine. Je pense aussi que beaucoup de gens votent sur un seul sujet. Ce sont des électeurs à enjeu unique, donc ça joue un rôle énorme et ils voient juste un seul sujet sur lequel Trump agit. Ils font moins de recherches personnelles que la plupart. Oui, vas-y. Pour les personnes simples d'esprit, oui.
Se concentrer sur un seul sujet dans leur tête est déjà un défi pour eux, et ils se focalisent uniquement là-dessus. Que ce soit l'immigration, ou tu vois. À mon avis, les obsédés de nourriture sont les plus bizarres. Ceux qui pensaient que Robert Francis Kennedy Jr., une fois en poste, rendrait toute la nourriture saine et mettrait fin à l'obésité en Amérique. Ces gens-là, quand je leur parle, ceux qui soutiennent Trump, les mouvements Maha, ce sont les plus drôles parce que Robert Francis Kennedy Jr. n'a rien fait, vous savez. Supprimer le financement de nos vaccins à ARNM ou essayer de supprimer les colorants alimentaires. Ce n'est pas ça qui rend les gens malades. Ce n'est pas ça qui rend les gens gros. C'est le sucre ajouté, qui se trouve dans presque tout ce que nous mangeons, qui rend les gens en surpoids et en mauvaise santé. La brillante stratégie de Robert Francis Kennedy Jr. consiste à remettre du vrai sucre de canne dans le Coca-Cola au lieu du sirop de maïs à haute teneur en fructose, alors qu'il n'y a aucune différence. Aucune différence entre le sucre de canne des tropiques et le sirop de maïs riche en fructose de l'Iowa. Personne ne devient plus sain avec Robert Francis Kennedy Jr. ou Donald Trump. Oui, je suppose que c'est le problème où l'objectif est probablement bon. L'intention est bonne, je dirais. Ils veulent une nourriture saine, mais leur méthode ne me conviendrait sûrement pas, tu vois? Parce qu'ils soutiennent, surtout si tu compares à l'Europe et au Canada. Il tue des gens. Il tue des gens. Il fait la promotion de la consommation de lait cru. Il dit que pasteuriser le lait, c'est mauvais. Donc, une douzaine de personnes sont mortes ces 8 derniers mois, après avoir bu du lait cru. Parce que des idiots, comme Robert Francis Kennedy Jr., le promeuvent comme une option saine ou peu importe. Il y a des tas de petites choses, où ils inventent simplement des trucs. Ils ignorent scientifiques et professionnels de santé, diffusent des idées insensées, causant des morts. Des enfants sont déformés, et meurent de la rougeole parce que les gens ne se font plus vacciner contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. C'est insensé. Tu vois, c'est fou, les gens votent parfois sur un seul sujet. Je ne savais pas ça pour le lait cru. Et je pensais que je suivais l'actualité. Mais Tout va empirer aux États-Unis au cours des 3 ans et demi à venir. Vous savez, les démocrates, les libéraux, peu importe, vous pouvez les critiquer, vous pouvez vous moquer d'eux. C'est pas grave, mais ils nous avaient prévenus. Ils ont dit exactement ce qui allait se passer. Ces extraits des débats entre Kamala Harris et Trump disaient que si Trump arrivait au pouvoir, Poutine l'aurait sous sa coupe. Trump est tellement facile à manipuler. Poutine ne peut pas résister. Trump ne peut pas tenir tête à Poutine. Tu peux passer les extraits, ça ne change rien, tu vois? Non. c'est sûr. On est dans la phase où on va découvrir. Donc on va tous voir où ça mène. Puisqu'on parle de... Pensez-vous qu'il soit problématique de sanctionner seulement l'Inde pour l'achat de pétrole russe? Quel impact cela a-t-il sur les relations États-Unis-Inde? Comme évoqué sur la chaîne, c'est un signe positif que Donald Trump agissait. Ce n'est pas un sanctuaire, ça. L'a arrêté Inde? Ce n'est pas une sanction, mais un tarif. Et c'est 25% en plus des 25% supplémentaires. Les tarifs à 50% ou autres n'ont rien à voir avec l'Ukraine. Trump ment. Trump dira « J'impose 25% de plus à l'Inde, car ils achètent du pétrole russe. Mais si l'Inde accorde un avantage économique, nous achèterons plus de pétrole ou d'autres biens américains, ou baisserons nos tarifs. Ensuite, Trump laissera tomber. Cela n'a rien à voir avec l'Ukraine. Il utilise simplement l'Ukraine comme excuse. Mais non, c'est insensé. Ces tarifs ne servent à rien. Je ne me souviens plus du volume des importations en provenance de l'Inde, mais il s'agit de produits pharmaceutiques, de textiles, de pierres précieuses et de tarifs. Donc les Américains doivent payer 50% de plus pour leurs importations de pierres précieuses en provenance de l'Inde. L'Inde s'en moque. Elle trouvera d'autres acheteurs. Pour l'Inde, les États-Unis sont le plus grand marché. Donc pour l'Inde, c'est clairement les exportations. Vraiment ? L'Inde exporte plus vers les États-Unis que vers la Chine. Oui, l'Inde et la Chine n'exportent pas tant que ça. La Chine n'importe pas beaucoup en général. Ils exportent beaucoup, c'est une économie basée sur l'exportation. Alors non, tu penses que l'Inde est vraiment préoccupée par ses droits de douane à l'importation de 50%? Probablement. Probablement, oui, mais c'est le point. Et peut-être ça m'embête que pour eux, c'est différent. Je ne connais pas vraiment l'Inde, j'essaie juste de m'informer un peu. Mais l'autre aspect, c'est la critique valable et c'est justement l'argument que l'administration Trump utilise. Pour la Chine, avant et après la guerre, la croissance des importations de pétrole n'est pas énorme.
Ils restent le plus grand importateur, mais ils importaient déjà la majorité de leur pétrole de Russie, même avant la guerre. Pour l'Inde, c'est radical. C'est passé d'environ 1% à 20% de leur pétrole. L'Inde prétend importer du pétrole pour ses citoyens, mais en réalité, elle le raffine et le revend à l'Europe. L'argument des citoyens a du sens, enfin pour moi. Donc, vous savez, je me souviens d'un rapport que j'ai vu il y a 3 ans qui disait que c'était une bonne chose. En fait, nous voulons vraiment que l'Inde achète autant de pétrole russe bon marché que possible, puis le raffine et l'exporte ensuite. Donc, si nous détruisons la capacité intérieure de la Russie à produire des produits pétroliers raffinés, cela fera augmenter les prix pour tout le monde, dans le monde entier, parce que nous vivons dans une économie mondiale. Mais si la Russie ne peut pas raffiner son propre pétrole brut, elle doit en exporter davantage, ce qui fait en réalité baisser le prix du pétrole. Et si l'Inde dispose d'une capacité de raffinage excédentaire, nous voulons qu'elle achète du pétrole russe bon marché sous le plafond des prix, puis qu'elle le raffine et le vende sur le marché mondial pour compenser la perte que subit la Russie. Il faut garder les prix bas. Je ne veux pas revenir sur 2024, ni sur les politiques désastreuses de Joe Biden et Jake Sullivan, mais cela en faisait partie. Nous ne voulons pas que l'économie mondiale s'effondre à cause des prix élevés de l'énergie, parce que la Russie est intégrée avec tout le monde. Nous avons besoin des matières premières et des exportations d'énergie de la Russie pour que le monde entier puisse maintenir son niveau de vie actuel. La Russie est tout simplement trop grande et trop importante pour qu'on puisse complètement l'isoler, car cela choquerait la planète entière. Maintenant, l'un des points forts de Trump, je vais simplement le dire, c'est que Trump n'écoute personne, ne se soucie pas des chiffres et ne réfléchit pas à ses décisions. Si Trump change radicalement et s'attaque vivement à l'isolement de la Russie, cela accélérera son effondrement. Oui, l'économie mondiale, les marchés et chaînes d'approvisionnement de l'énergie seront fortement perturbés. Comme le marché boursier va chuter si la Russie s'effondre, parce que le monde entier dépend de leurs exportations alimentaires et agricoles, des matières premières et de leur énergie. Et si la Russie s'éteint, si le Kremlin perd le contrôle de tout, le monde va devenir très mauvais pour... Oui, ça va être mauvais pour tout le monde. Non, c'est certain, on manque de temps, mais j'ai entendu récemment un autre argument intéressant. Peut-être ne devrions-nous pas punir la Russie pour son agression, car c'est une nation forte et pour les raisons évoquées, tant qu'une paix durable peut être instaurée le long des lignes de front. Et on a vu quelques exemples de cela, non? La guerre de Corée du Sud, où le front a été figé sur la ligne de front. Et puis, bien sûr, la guerre civile, où nous n'avons pas puni l'agresseur. La guerre civile américaine, où nous n'avons pas puni l'agresseur parce que nous voulions une paix à long terme. Donc, il faut les réintégrer dans la société mondiale. Qu'est-ce que tu penses de cet argument? On pourrait dire l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Ou s'il y avait un conflit gelé, je pense que les sanctions et des relations gelées persisteraient probablement jusqu'à la mort de Poutine. Poutine a 72 ans. Un jour, dans 10 ou 15 ans peut-être, je ne sais pas, il mourra. Et c'est ce que l'Occident utilisera comme une opportunité de repartir à zéro avec celui qui remplacera Poutine. Est-ce qu'on peut vous parler? Est-ce qu'on peut faire des affaires avec vous? Est-ce que vous allez simplement arrêter de tuer des gens? Puis, l'Amérique, l'OTAN et l'Union européenne n'ont aucun problème à commercer avec un dictateur. Ils n'ont aucun problème à faire des affaires avec quelqu'un qui torture, tue et persécute son propre peuple. Tu peux tuer ton propre peuple. Ça ne pose aucun problème. Mais la règle depuis 1945, l'ordre international fondé sur des règles, c'est que tu ne peux pas envahir ton voisin, ton petit voisin, et ensuite le tuer. Et Poutine a enfreint cette règle. Et elle veut enfreindre cette règle. Donc oui, je pense que Poutine doit être un paria et isolé, et cela va nuire à la position et aux relations de la Russie avec n'importe qui dans le monde. Mais quand Poutine sera mort, nous donnerons sa chance au prochain. Ça a du sens. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. C'était vraiment très, très intéressant. Vous apprenez tous les points de vue. J'espère que le public a aussi appris. Nous mettrons le lien de votre chaîne YouTube. Souhaitez-vous ajouter d'autres liens, comme Twitter? Non, ça va, merci.